Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Je vous souhaite une très bonne rentrée. Petite info pratique, la nouvelle appli du Parisien vous permet d'écouter Code Source ou Crime Story tout en lisant nos articles. N'hésitez pas donc à la mettre à jour. Vous avez peut-être entendu parler en août d'un fait divers particulièrement choquant. Le 18 août, la mort en direct sur Internet d'un streamer dans son sommeil, un joueur de jeux vidéo. L'homme venait de subir des humiliations et des violences pendant 12 jours. Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme de Jean Portmanov, avait 46 ans. Pendant ce direct, ce live marathon, 2 autres streamers proches de lui le harcelaient pour faire de l'audience. La chaîne de Jean Portmanov sur la plateforme australienne Kik était suivie par 200 000 personnes. Les streamers affirment que Jean Portmanov était consentant, ils parlent de violences mises en scène d'un simple spectacle, mais les coups répétés semblaient bien réels. Code Source revient sur cette affaire avec Enzo Guerini du pôle Actu du Parisien et avec 2 de nos correspondants en ligne avec nous, Clara S, à Metz où Raphaël Graven a longtemps vécu, et Mathias Galante dans la région de Nice où le streamer est décédé. Enzo Guerini, décrivez-nous le moment où la mort de Jean Portmanov est découverte par les autres streamers qui se filmaient avec lui 24 heures sur 24 depuis 12 jours. On est le lundi 18 août à l'aube. Oui, alors ce lundi matin, il y a un compteur qui défile sur l'écran. 298 heures, 29 minutes et 54 secondes. Les streamers sont donc en direct depuis maintenant plus de 12 jours. Et dans le chat, donc le canal dédié aux discussions entre les streamers et les spectateurs, certains remarquent que Jean Portmanov ne bouge plus du tout. Maintenant, depuis de longues minutes, le streamer Naruto, son confrère, lance une bouteille d'eau au niveau de sa tête pour essayer de le réveiller. Mais il n'y a aucune réaction. JP, c'est chaud. Il répond pas. Naruto se lève, se dirige vers Jean Portmanov, se tourne dos à la caméra, essaye de le secouer, mais Jean Portmanov ne bouge pas, alors le live est coupé. Beaucoup de gens ont découvert l'existence de ce streamer après sa mort. Raphaël Graven, alias Jean Portmanov, mort en direct pendant un stream, un direct. Il est mort dans son sommeil. Mais après avoir subi pendant 12 jours des brimades, des humiliations et des violences, il a été étranglé ou frappé à de très nombreuses reprises. Leur chaîne Kik avait d'ailleurs fait l'objet de 80 signalements auprès de la plateforme Pharos, plateforme qui permet de dénoncer aux forces de l'ordre des contenus illicites. Ah, il me prend, putain! Arrête, il va mourir. Arrête, il va mourir. Je suis enculé! C'est bon! Arrêtez! On va revenir en détail sur les jours qui ont précédé la mort de Raphaël Graven. D'abord, Enzo Guerini, présentez-nous la plateforme internet Kik qui accueillait les directs de Jean Portmanov et de ses compagnons. De quoi il s'agit ? Kik est une plateforme de streaming hébergée en Australie. C'est un peu comme Twitch, c'est une plateforme où des créateurs diffusent leurs parties de jeux vidéo, leurs discussions ou d'autres types de contenus. Comment elle se distingue ? Par une plus grande liberté d'expression et par un partage des revenus qui est plus avantageux pour les streamers. Et les spectateurs peuvent interagir via un chat en direct et soutenir les créateurs de contenu. Le mardi 26 août, la ministre déléguée au numérique, Clara Chapaz, a annoncé son intention de porter plainte contre Kik pour, je cite, manquement. Quelques jours plus tôt, sur France Info, elle avait dénoncé l'attitude nonchalante des cadres de Kik pendant une visioconférence. On est face à des gens, à l'autre bout du monde, en visio, en t-shirt, avachis, qui ne prennent absolument pas la mesure de ce qui est en train de se passer. Vous allez les convoquer à Bercy dans votre ministère ? Qui ne prennent absolument pas la mesure de ce qui est en train de se passer et qui n'ont aucune réponse à mes questions. Et l'État français ne peut rien faire contre des gens avachis en Australie Qui n'ont aucune réponse à mes questions et qui, tout de suite, nous donnent des arguments du type, et je crois que vous avez eu un débat tout à l'heure sur votre chaîne, ils étaient consentants. C'était finalement des mises en scène. Mathias Galante, vous êtes correspondant du Parisien à Nice. Le mardi 19 août, au lendemain de l'annonce de la mort en direct d'un streamer, vous vous rendez là où Jean Portmanov et ses amis se filmaient. C'est au nord de Nice, à Contes. Décrivez-nous les lieux, on est où ?
Alors, leur local est en fait situé dans une petite zone industrielle à Contes, vous l'avez dit, c'est à une quinzaine de kilomètres environ de Nice. Les streamers, ils occupent le premier étage d'un ancien bâtiment industriel qui fait une centaine de mètres de longueur. Ça n'a rien de luxueux, bien au contraire. Il a une allure plutôt vieillotte, ce bâtiment, un peu glauque même, avec sa façade jaune en bardage métallique. Eux, ils enregistraient leur live à l'avant du bâtiment, au premier étage, de ce qui était en fait des bureaux que le propriétaire a loués en plusieurs lots. Pour décrire un peu leur environnement, dans leur périmètre proche, il y a un coiffeur qui visiblement n'était plus en activité. Au rez-de-chaussée, on trouve un grossiste alimentaire. L'arrière du bâtiment est utilisé par une entreprise de construction. Lorsque j'arrive sur place, le portail vert est fermé. La porte d'entrée qui mène à leur local est barrée par des rubalistes des forces de l'ordre qui en empêchent l'accès. Les rideaux des fenêtres du premier étage du local sont baissés. Finalement, la seule trace visible de drame, ce sont ces quelques fleurs déposées devant la porte d'entrée. Et vous parlez avec un entrepreneur qui travaille juste à côté, à une centaine de mètres, un homme qui fait du contrôle technique automobile. Qu'est-ce qu'il vous raconte ? Lorsqu'il a vu débarquer les gendarmes et les pompiers le matin du 18 août, il s'est dit, une fois de plus, c'est une fausse alerte, parce qu'il y en avait souvent. Il raconte que régulièrement, il y avait des pompiers, il y avait des forces de l'ordre qui venaient. Il m'explique aussi que les streamers, ils étaient discrets, il les voyait très rarement. Une seule fois, il raconte que ça avait débordé. Les streamers avaient fait une partie de paintball qui avait dû commencer dedans et qui s'était fini dehors, et qui avait notamment débordé dans la cour du contrôle technique. Le patron de l'époque avait alors protesté auprès du propriétaire. Depuis, dit-il, ça s'était calmé. De temps en temps, il voyait un peu d'attroupement au pied du local, peut-être des fans ou des participants au live, mais c'était vraiment pas les grandes foules, dit-il. En fait, tout se passait vraiment à l'intérieur du local. Après la mort de Jean Portmanov, une enquête pour recherche des causes de la mort a été ouverte. Une autre suivra, visant Kik, au motif de fourniture en bande organisée de plateformes en ligne illicites. Et le jeudi 21 août, le parquet de Nice révèle le résultat de l'autopsie de Raphaël Graven, alias Jean Portmanov. En résumé, sa mort n'est pas liée à un traumatisme et n'a pas été causée par un tiers. Clara Hess, vous êtes correspondante du Parisien à Metz, où Raphaël Graven a grandi dans une fratrie de 6 enfants. Il a été à l'armée entre 1997 et 2007. Vous avez parlé avec l'une de ses anciennes collègues militaires, une femme prénommée Marina, qui le décrit comme quelqu'un de bien. Oui, tout à fait. Marina, en fait, a rencontré Raphaël Graven quand elle était sur la base aérienne de Marly-Frascati, quand elle s'est engagée en 2000 dans l'armée. Elle m'a expliqué avoir été très touchée en fait par son décès et notamment choquée en fait des commentaires qui pouvaient être faits sur lui, sur les réseaux sociaux dans les heures ou les jours qui ont suivi son décès. Parce que pour elle, ce qu'elle raconte, c'est que ces commentaires tranchaient vraiment par rapport à la personne qu'elle avait connue à l'armée. Elle parle d'un Raphaël qui n'était pas un simple d'esprit, quelqu'un qui n'était pas avec du retard mental, comme on peut le lire sur les réseaux, parce que sinon, il n'aurait jamais pu être militaire. Et effectivement, pour elle, Raphaël, c'était quelqu'un de bien, qui était droit, qui avait le cœur sur la main. Elle raconte que par exemple, dans les manœuvres militaires qu'il faisait sur la base, c'était quelqu'un qui était toujours prêt à aider quand elle n'y arrivait pas, et que d'une manière générale, en tout cas dans la vie, c'était quelqu'un qui avait toujours un mot pour rire, qui était toujours sympa. Clara Hess, vous parlez avec un autre militaire qui le connaissait bien et qui l'appréciait, un certain Nicolas. Il vous explique que beaucoup dans la caserne abusaient de la gentillesse de Raphaël Graven. Alors effectivement, j'ai discuté avec Nicolas qui décrit Raphaël, tout comme Marina, comme étant quelqu'un de très gentil et une gentillesse dont certains abusaient. D'après lui, par exemple, il me raconte que Raphaël Graven fumait beaucoup et donc il avait toujours des paquets de cigarettes sur lui, des clopes, etc. Et que il avait tendance à se faire taxer ou à accepter en tout cas qu'on le taxe sans rien dire. Pour son ami, donc en tout cas Nicolas, c'était ce côté gentil et parfois un peu niais qui pouvait transparaître dans ce genre de comportement. Nicolas précise que Raphaël Graven était moqué, harcelé, notamment en raison de son physique. Oui, alors il raconte aussi effectivement que d'autres en profitaient pour se moquer de lui. Notamment les dernières années,
aurait été difficile à l'armée pour lui apparemment, déjà parce que, donc ça il me l'a expliqué, qu'il était inapte à pas mal de choses et de postes parce qu'il avait des problèmes moteurs, donc ça compliquait un peu son avenir, on va dire, au sein de l'armée de l'air, mais également parce qu'il y avait une personne qui le harcelait, un militaire, notamment donc en se moquant de lui et sur son physique, en lui donnant des surnoms par rapport à son physique qui était déjà à l'époque très mince, du type le mort-vivant, etc. Et ça, il le vivait, d'après Nicolas, très mal. Et cet homme, Nicolas, précise que c'est lui qui a transmis à Raphaël Graven la passion des jeux vidéo. Entre 2007 et 2020, Raphaël Graven fait plusieurs métiers, agent d'entretien, cantonnier ou encore postier. À ce moment-là, il vit chez ses parents. Et au moment du confinement, en 2020, Enzo Guerini, il se met à streamer, à diffuser ses parties de jeux vidéo en direct. Il se fait connaître, il gagne en audience sur Twitch, mais aussi sur TikTok. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il différencie ? C'est très simple, ce qui différencie Jean Portmanov des autres streamers, ce sont ses réactions rageuses lorsqu'il perd une partie de jeu vidéo. Ah vas-y, saute bâtard. T'es un grand gourou quoi là? Ridux de merde bah. Il a un style très trash, il crie fort, il tape sur son clavier d'ordinateur, il insulte son adversaire virtuel, et toutes ces sauts d'humeur toujours démesurés trouvent leur public, notamment sur TikTok. Non mais sérieux, vous rigolez, moi ça me fait pas rire. Hein. Ah c'est bon, j'arrête tout, c'est bon, allez me faire enculer quoi. Et ces directs, il les fait sous le pseudonyme de Jean Portmanov. En 2022, il part vivre à Nice pour se rapprocher d'un autre streamer, un homme prénommé Owen et dont le pseudo de joueur est Narutovi, on l'appelle souvent Naruto. Qu'est-ce qu'on sait sur lui ? Naruto, c'est un autre streamer qui a une trentaine d'années et qui vit à Nice. Et en 2020, il a commencé à faire des parties en ligne avec Jean Portmanov. Le courant est bien passé entre les deux hommes, tellement bien que Jean Portmanov a décidé de déménager pour habiter à côté de Naruto, et les deux hommes ont commencé à collaborer, à faire d'autres contenus. Et dans leur équipe, il y a aussi deux autres hommes. L'un est prénommé Safin, l'autre est surnommé Koudou. Koudou est sous curatelle, une protection juridique. Il doit être accompagné pour toute démarche administrative. Et ensemble, tous les quatre, ils vont faire des diffusions en direct de jeux vidéo. Et le climat de ces lives est souvent malsain. Oui, la direction artistique de la chaîne, elle est assez claire. Naruto, Safin, Jean Portmanov et Koudou se lancent des défis en live, des fois ce sont sur les jeux vidéo, ou tout simplement des défis extrêmes. Mais quand ce sont Jean Portmanov et Koudou qui perdent, ils sont alors humiliés face caméra, ils subissent des violences physiques, psychologiques et deviennent les souffres-douleurs des deux autres streamers. Tous les quatre, ils ont leur propre chaîne Kik, le Local TV avec un K. Et la chaîne de Jean Portmanov, sa chaîne personnelle sur Kik, est la plus suivie sur cette plateforme en France et même la 4e dans le monde, et il semble bien gagner sa vie. Oui, la chaîne Kik de Jean Portmanov, suivie par plus de 190 000 personnes, est numéro 1 en France, grâce aux différents revenus générés par cette chaîne, donc l'audience, les publicités, ou bien les dons offerts par les spectateurs. Jean Portmanov a déclaré au début de l'année qu'il se reversait environ 6 000 € par mois. Et concrètement, ceux qui regardent ces lives, ils sont invités à donner de l'argent, c'est ça, à faire des dons ? Oui, ceux qui regardent les lives, appelés dans le milieu du gaming des viewers, sont invités à faire des dons pour soutenir le créateur de contenu. Et une fois le don effectué, le streamer voit la notification apparaître sur l'écran et fait une dédicace en direct au donateur pour le remercier. Et il faut savoir que sur Kik, les vidéastes perçoivent presque 100% du don, sans commission, ce qui est plus avantageux que sur Twitch. Enzo Guerini, vous l'avez dit, Jean Portmanov et Koudou deviennent au fur et à mesure les souffres-douleurs de leurs deux acolytes. Et en septembre 2024, un influenceur nommé Kezen publie une vidéo YouTube dans laquelle il alerte sur le sort de Jean Portmanov. Aujourd'hui, on va parler d'un streamer qui fait pas mal de bruit ces derniers temps. Que ça soit en bien ou en mal, vous avez sûrement dû entendre parler de lui. Et cette personne, c'est Jean Portmanov. Mais dans cette vidéo, on va surtout essayer de comprendre s'il est en danger ou pas. Et Jean Portmanov est un homme dont la santé est fragile. Oui, en 2024, le streamer s'était rendu en Turquie pour une intervention dentaire, mais les médecins ont dû interrompre une anesthésie au vu des difficultés cardiaques évidentes durant l'opération. Et par ailleurs, on a aussi appris que Jean Portmanov faisait l'objet d'un traitement médical pour la glande thyroïde. Et enfin, des proches nous ont raconté et nous ont confié que Jean Portmanov fumait énormément de cigarettes, plus d'1 paquet par jour, même s'il avait légèrement réduit ces derniers mois. Le 13 décembre 2024, nos confrères de Mediapart publient une enquête pour mettre en lumière ce que vit le streamer Jean Portmanov. L'article dénonce, je cite, un business de l'humiliation avec des personnes vulnérables ou handicapées maltraitées pour engranger des dons. Et quelques jours plus tard, une enquête préliminaire est ouverte.
Après l'ouverture de cette enquête, Narutovi et Safin sont placés en garde à vue, ils nient les faits, puis sont relâchés. Jean Portmanov et Koudou sont eux aussi entendus par les enquêteurs, et là, ils vont fermement contester être victimes de violences, et ils assurent que les violences pointées du doigt s'inscrivent dans des mises en scène visant à faire le buzz pour gagner de l'argent. Enzo Guerini, on en vient à ce qu'il s'est passé pendant l'été. Les streamers Jean Portmanov, Safin, Naruto et Koudou décident d'organiser un marathon de direct, un live marathon. De quoi il s'agit? Oui, alors, le principe est simple, les streamers lancent un direct et resteront en live jusqu'à obtenir 40 000 € de dons. Donc, ils seront retransmis en direct 24 heures sur 24. Alors, évidemment, ils ne seront pas toujours tous les 4 à l'écran. Parfois, ils ne seront que 1, 2, 3 ou alors tous les 4. Il y aura même parfois des invités externes au Local TV qui viendront participer à ce marathon. Oui, donc ça change de ce qu'ils font à longueur d'année, c'est ça? C'est pas tout à fait comme d'habitude? Non, ce n'est pas comme d'habitude. En temps normal, les lives durent 1, 2 ou 3 heures, sont éphémères, ils font une partie de jeux vidéo ou alors des défis, et ça s'arrête là. Là, c'est donc une vraie performance parce qu'ils ne vont pas s'arrêter d'être en direct jusqu'à obtenir 40 000 € de dons, et donc c'est pour ça que ça s'appelle un marathon, en référence à l'épreuve sportive. Ce marathon est lancé le soir du mardi 5 août, et dès le départ, Jean Portmanov est pris pour cible. Oui, très rapidement, le ton est donné, une boulette de papier est lancée au visage de Jean Portmanov au bout de seulement 3 minutes de direct, et puis quelques minutes plus tard, Safin va subtiliser les lunettes de Raphaël Graven et les lancer à l'autre bout de la pièce, ce qui va forcément énerver Jean Portmanov. Et après 39 minutes de diffusion de live, il est frappé une première fois. Oui, le live a à peine commencé et Jean Portmanov est déjà frappé par les autres streamers uniquement parce qu'il n'avait pas suivi une consigne donnée par Naruto. Il menace alors de tout arrêter si les autres continuent de le taper. Le lendemain, le 6 août, Jean Portmanov est frappé ou étranglé à plusieurs reprises. Oui, dès le lendemain, les violences reprennent. Jean Portmanov est étranglé une première fois par le streamer Safin. Il menace alors de partir, mais Naruto lui répond qu'il ne peut pas parce qu'il est bloqué. 2 heures plus tard, il lui place un sac plastique sur la tête, mimant une tentative d'étouffement. Jean Portmanov dit qu'il va quitter le live et porter plainte, et Naruto le frappe alors une nouvelle fois au visage. Le lendemain, le 7 août, il est frappé 4 fois en moins d'1 heure. Enzo Guerini, évidemment, on ne pourra pas ici raconter l'ensemble de ce que Raphaël Graven a subi. Est-ce qu'il y a une autre scène qui vous a marqué ? Oui, il y a une scène très marquante qui a refait surface sur les réseaux sociaux après le décès de Jean Portmanov. On voit un autre streamer, un invité, qui s'appelle Trois Cheveux, qui intervient souvent sur ses lives, et on le voit agripper fermement la thyroïde de Jean Portmanov. Arrête! 44, c'est bon, tu l'as. 45. Il a rien. Il pose à peine la main. Il pose à peine la main. Il y a rien, il pose à peine. Putain, 50. L'homme crie « Arrête !» lâche avec une voix déchirante, mais son compère ne s'arrête pas. Et on peut voir la souffrance dans les yeux de Jean Portmanov, qui, on le rappelle, fait l'objet d'un traitement médical pour la glande thyroïde. Et c'est comme ça, de jour en jour, à un moment, le vendredi 15 août, Naruto lit aux spectateurs des échanges de SMS entre Jean Portmanov et sa mère. Naruto vient de saisir le téléphone de Jean Portmanov. Oui, Naruto s'empare du téléphone de Jean Portmanov et lit face caméra ce qu'il affirme être un message envoyé par le streamer à sa mère. « Maman, comment tu vas ? Coincé pour un moment avec ce jeu de mort. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. J'en peux plus, je veux me barrer. » aurait notamment écrit Jean Portmanov. On sait ce que lui répond sa mère ? Oui, Naruto lit la réponse de sa mère, qui est simple. Tu as maigri et tu es fatigué. Un message bouleversant, mais quand Naruto le lit, c'est pour se moquer de Jean Portmanov. Exactement. Une fois qu'il a fini de lire l'échange entre Jean Portmanov et sa mère, la seule chose qu'il trouve à faire, c'est regarder Jean Portmanov et lui dire « Regarde-moi, t'as jamais eu une meilleure mine que ça, fils de pute ». Et tout au long de ce marathon, il y a plusieurs humiliations de Jean Portmanov. Oui. Par exemple, une fois, les autres streamers envoient Jean Portmanov dans la rue avec une pancarte avec écrit « JP t'es moche, donnez 1 €», en se moquant de lui en le traitant de SDF. Le même soir, on le retrouve à l'intérieur du local avec les lettres PD écrites sur le front à la peinture rouge, le tout en se prenant des claques. Et ce qui est glaçant, c'est qu'à plusieurs moments dans leur live, soit pendant ce marathon, soit bien avant, les streamers avaient évoqué une mort potentielle, une mort probable de Jean Portmanov. Oui, il y a un extrait vidéo d'un live où Jean Portmanov est aux côtés de Naruto et Safin. Cet extrait date de la mi-juillet, où Safin interpelle Naruto et lui dit « Mais imagine, il meurt en plein live. » Je veux pas, je le souhaite pas du tout. C'est pas un truc que t'as vu, j'ai pas envie du tout. Mais imagine un jour dans le délire, on est en train de rigoler et tout, et
clap. Tu sais que je me suis déjà posé la question. En plein live. Ouais. On est mort. Il s'imagine alors différents scénarios, comme une mort en direct pendant un étranglement de thyroïde. Naruto demande alors à Jean Portmanov de regarder la caméra et de dire à moins qu'il se fasse caméra là maintenant, que si demain il meurt en plein live, c'est dû à son état de santé de merde et pas nous. Dans un premier temps, Jean Portmanov refuse, et puis après une longue discussion, il finit par prendre la parole face caméra et dit « S'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité. » Dis-le. Ouais, s'il m'arrive quelque chose en live, c'est mon entière responsabilité, mais pas maintenant. Mathias Galante, on vous retrouve à Nice pendant ce marathon. Les gendarmes vont venir rendre visite aux streamers à 5 reprises pour différentes raisons. Effectivement, les gendarmes connaissaient bien l'adresse ces derniers temps. Cet été, vous l'avez dit, ils sont venus pas moins de 5 fois. On listait nos confrères de Mediapart qui ont regardé toutes les vidéos des streams. Alors la première fois, c'est le 17 juillet. Ils viennent parce qu'ils ont été prévenus par les viewers que Raphaël Graven est enfermé dans le coffre d'une voiture. Cette voiture, elle est conduite par Safin. C'est l'un des 2 protagonistes qui fait l'objet d'une enquête préliminaire depuis début 2025. Ils sont juste allés faire un tour du quartier, une bonne blague pour eux. Lorsque Safin se rend compte que les gendarmes sont là. Il plaisante même sur le live et il dit « je vais finir en garde à vue ». Mais devant les forces de l'ordre, l'équipe de streamers se défend et dit que non, ils n'ont pas du tout mis quelqu'un dans le coffre, que c'était une mauvaise blague de leurs viewers qui les ont appelés pour rien. Ça se termine là. Mais une semaine plus tard, le 24 juillet, rebelote. Cette fois, ils ont été appelés parce que JP, Jean Portmanov, il était entièrement recouvert de peinture. Il avait reçu beaucoup de balles de paintball sur lui. Mais là encore, les forces de l'ordre font les contrôles, en discutent. Ça ne va pas plus loin, mais c'est loin d'être fini, puisque le 13 août, revoici les gendarmes au local de compte. Ils sont alors les streamers en plein live. En fait, ils auraient été appelés par des gens qui ont fait un SWAT, les viewers. Alors vous savez, ces SWAT, c'est ces canulars qui consistent à interrompre les lives en faisant venir des forces de l'ordre sur un faux prétexte. Et les gendarmes reviennent une nouvelle fois le 14 août. Ils reviennent 4 jours avant la mort de JP, effectivement, un 14 août, pour un contrôle d'identité au petit matin sur les coups de 7 heures. Alors là, pour le coup, tout le monde dort, le contrôle se passe, rien de spécial. Mais en fin de journée, d'autres militaires plus âgés viennent redemander les pièces d'identité. Cette fois, ils découvrent JP, Jean Portmanov, qui est habillé en mini-jupe avec des barésies. Alors, rien d'illégal, vous me direz. Ça fait beaucoup rire l'équipe des streamers, qui prennent même discrètement une photo de JP avec son déguisement à côté des gendarmes, et ils vont même diffuser cette photo en live. Enzo Guerini, le dimanche 17 août, après avoir reçu une énième claque, Jean Portmanov, donc en direct devant la caméra, explique qu'il se sent mal. Oui, comme depuis le début de ce marathon en direct, Jean Portmanov est, ce dimanche 17 août, frappé à de nombreuses reprises par les autres streamers. Il reçoit même une violente claque de la part de Naruto. Il demande alors à ce que quelqu'un appelle l'hôpital, mais comme depuis le début, personne ne s'exécute. La nuit suivante, les 4 streamers dorment devant les caméras, sur des matelas par terre, enroulés dans des couettes sans drap. Au petit matin, Jean Portmanov, qui est au premier plan, c'est lui qui est le plus près de la caméra, Jean Portmanov semble avoir de fortes difficultés respiratoires dans son sommeil. Oui, en pleine nuit, plusieurs viewers entendent Jean Portmanov ronfler d'une manière assez forte, mais en même temps hachée, avec des reprises de respiration qui paraissent assez inhabituelles. Et donc alerte sur le chat, le canal dédié à la discussion entre les spectateurs et les streamers, que quelque chose ne va pas avec JP. Jean Portmanov meurt dans son sommeil, il arrête de respirer. Quand le streamer Naruto comprend qu'il est mort, il s'approche de l'ordinateur pour couper la diffusion. Raphaël Graven est donc mort en direct devant quelques spectateurs de la chaîne Kik présents à ce moment-là. Oui, il y a eu quelques heures de flottement où les suiveurs habituels de Jean Portmanov et du local TV ne savaient pas si JP était en vie ou décédé, et c'est finalement en milieu d'après-midi que Naruto annonce la nouvelle sur son compte Instagram dans une story où il écrit « J'ai toujours redouté le jour où je devais écrire ces mots. Malheureusement, cette nuit, JP nous a quittés. Repose en paix, mon frère. » D'un mot, Enzo Guerini, vous avez parlé avec le frère de Raphaël Graven. Lui affirme que son frère était consentant pour tout ça. Oui, le lendemain du décès de Raphaël Graven, j'ai pu échanger avec un de ses petits frères au téléphone. Et il m'affirmait que son grand frère était complètement consentant, que les violences, qu'elles soient physiques ou morales, étaient préparées à l'avance, que c'était du divertissement pour créer du contenu et générer de l'argent. Et c'est notamment ce qui leur permettait de se distinguer sur Kik.
Ça paraît très surprenant quand même ce que vous dit ce petit frère. Ça paraît très surprenant et quand je le questionne à ce sujet-là, il me répond que hors caméra, quand il avait son frère au téléphone ou quand il allait le voir à Nice, dès qu'il n'était pas en train de tourner une vidéo avec des jeux vidéo ou avec ses amis, il apparaissait très heureux et assurait à toute sa famille qu'il vivait une belle vie, que maintenant il gagnait plus d'argent, qu'il était en meilleure santé parce qu'il fumait moins de cigarettes. Donc ça paraît un petit peu déconcertant, mais c'est bien le discours que m'a tenu le petit frère de Raphaël Graven au lendemain de son décès. Le dimanche 31 août, la mère de Raphaël Graven a témoigné sur TF1 dans le cadre d'un reportage de l'émission 7 à 8. Elle estime, elle aussi, que les violences étaient mises en scène et que les autres streamers ne sont pas responsables de la mort de son fils. Elle ne veut pas porter plainte. Elle dit vouloir rendre hommage à son fils. Je suis là pour lui rendre, vous voyez, un hommage, parce que c'est mon fils. C'est quelqu'un de... Comment vous dire, c'est quelqu'un de généreux et c'est quelqu'un que je pourrais plus serrer dans mes bras. Clara S., contrairement au petit frère et à la mère de Raphaël Graven, le militaire qui était proche de lui, Nicolas dont on parlait tout à l'heure, estime que son ami a été manipulé. Oui, Nicolas m'a expliqué qu'il avait eu déjà beaucoup de mal à garder le lien avec son ami Raphaël, et les rares moments où en tout cas il discutait avec lui, il avait le sentiment en fait que c'était pas Raphaël Graven qui parlait derrière l'écran. Il me donne un exemple très précis qui est finalement assez récent. En janvier 2025, il réussit donc à lui parler sur Facebook, à échanger avec lui, et à ce moment-là, il me dit donc que par message, quand il lui pose des questions pour essayer de savoir si ça va, s'il est en danger, en lui disant mais il faut que tu sortes de ce groupe, etc. En face, il a quelqu'un qui prend le clavier et qui répond à sa place non mais arrête de poser des questions, JP va très bien, il est avec nous, tout se passe bien. Et donc c'est ces échanges-là et ce genre de moments qui vraiment laissent penser à Nicolas que Raphaël Graven a été manipulé par ces personnes, qu'il ne prenait pas vraiment de décision de son plein gré, que ces gens devaient le tenir d'une manière ou d'une autre. Et pour Nicolas, voilà, ça s'explique aussi par le fait que Raphaël Graven était une proie facile. Je rappelle que dans cette affaire, 2 enquêtes de justice sont en cours, l'une pour recherche des causes de la mort, cette enquête n'est pas refermée, et l'autre visant Kik pour fourniture en bande organisée de plateformes en ligne illicites. Merci à vous trois, Clara S., Enzo Guerini et Mathias Galante. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquierotti et Clémentine Spiller. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas Crime Story, chaque semaine une grande affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau, avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.